vraiment l'enjeu pour nous les hommes, c'est d'aller dans le vulnérable, quoi. S'il y a quelque chose qui nous échappe ou qu'on n'habite pas et qui nous rend peut-être qui est un peu le problème de la virilité, c'est de n'investir que la force et pas la vulnérabilité. La vulnérabilité qui n'est pas la faiblesse, et c'est un gros problème de compréhension pour les hommes, c'est être vulnérable, quoi. Parler de sa vulnérabilité, ça serait donner du pouvoir à l'autre de nous attaquer, parce qu'il y a toujours cette question de la défense. Alors donc je suis Bruno, est-ce que je donne mon nom aussi? Je suis donc Bruno Touvenin. Je suis franco-canadien, ma mère est canadienne, donc ça fait partie de... Après j'ai jamais habité au Canada, mais j'y puise quand même beaucoup de choses, j'y suis assez régulièrement. Peut-être le fil conducteur de ma vie, c'est pourquoi l'humanité cherche à se détruire, pourquoi les humains sont aussi méchants vers les humains. Voilà, et c'est quelque chose qui est depuis tout petit, je questionne, je me dis mais à quoi ça sert de vivre sur cette terre si c'est pour s'entretuer, qu'il y avait un bug dans l'histoire de l'humanité, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi on apprend d'ailleurs que les guerres, que les dictatures, et toutes ces choses-là, et c'est quand même... Donc l'humanité, c'est mort, quoi, c'est nul, quoi, il y a un truc qui ne va pas. Et voilà, donc en fait ce que je fais aujourd'hui, c'est de travailler sur la violence, en particulier les violences conjugales, ce qui est un peu ce que j'ai trouvé comme entrée pour travailler sur ce sujet de l'autodestruction. Et en plus à l'endroit très contradictoire de l'amour, pourquoi l'amour rend violent, pourquoi dans le cadre de l'amour on va dans l'opposé, quoi, qui est la destruction de l'autre, quoi. Voilà, et je pense que je terminerai ma vie là-dessus parce que je crois qu'il y a de quoi faire pour un moment. J'ai 63 ans aujourd'hui, je suis père de 3 enfants, 2 qui ont quasiment 40 ans, et donc grand-père aussi de 2 petits-enfants. Et puis j'ai un fils de 14 ans qui me permet de vivre une nouvelle parentalité depuis 14 ans, ce qui est fort intéressant. Donc je tire aussi sur le fil de la parentalité, qui est un endroit intéressant pour questionner les relations humaines. Ouais, vraiment passionnant, je trouve. Voilà. Donc tu es sociologue, c'est ça? Alors j'ai fait une formation de sociologie il y a 4 ans, donc assez tard, hein. Moi j'ai pas le bac à la base, j'ai pas fait d'études, j'ai un CAP de plombier, si on peut dire. Ma base scolaire, elle est là, mais je me suis très vite intéressé à travailler de mes mains en particulier, et j'ai fait des études au fur et à mesure que ça me prenait, quoi. Donc de gestion, de commerce, je fais de l'économie aussi, j'ai un master en économie sociale et solidaire. Et puis ce master sur le genre et les politiques sociales, qui me permet d'aborder justement la question de la violence, la question des rapports humains au travers de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est très d'actualité. Là, on peut dire que oui, c'est sûr, mais je pense que ça l'a toujours été, vu que tout petit, j'étais conscient qu'il y avait un problème entre mes parents, entre les gens, quoi, je trouvais, mais je ne pouvais pas mettre de mots dessus, j'avais aucun élément, et en fait, je me suis outillé au fur et à mesure de ma vie, au travers de mes expériences, pour mettre des mots, mettre des concepts, trouver des alliés aussi pour réfléchir à ça, et prendre une posture du coup plus professionnelle, ce qui me permet vraiment d'être à fond sur ce sujet-là. Alors là c'est vraiment à fond depuis 4 ans, hein, c'est tout, mais sinon ça fait 14 ans que je fais des groupes de parole de pères et d'hommes aussi sur le masculin. C'est parti de quel élan ces groupes de parole? Alors c'est venu au moment de la grossesse de ma compagne, de la préparation à l'accouchement, donc on préparait l'accouchement à domicile avec une sage-femme qui faisait des moments de parole entre futurs parents et ceux qui avaient déjà accouché. Je trouve ça extrêmement intéressant. Simplement, on était toujours 2 ou 3 hommes et beaucoup de femmes, et on ne savait pas quoi dire. On ne savait pas quoi dire parce qu'il y avait tellement à écouter, qu'il y avait tellement de choses qui nous... C'était la première fois que j'entendais autant de choses, puis que le monde de l'accouchement, on découvre, quoi, surtout quand on n'a pas le corps qui vit ça. Et du coup, en questionnant la sage-femme, elle m'a dit « mais faites peut-être quelque chose entre hommes, si vous ne trouvez pas complètement votre place ».
Voilà, c'est parti de là. Donc de 3, 4 hommes, et puis on s'est dit, bah oui, nous aussi on a des choses à se raconter, mais on n'osait pas en parler devant les femmes en fait, quoi. Et donc la question de la non-mixité est apparue, de fait, j'avais pas du tout ce concept de non-mixité ou de mixité, moi j'avais jamais fait ça. Et on s'est rendu compte que oui, ça nous faisait du bien. Et qu'on avait le droit. Et cette sage-femme nous a donné le droit, si on veut, de se parler entre eux. Un droit, c'est pas un droit légal, mais l'autorisation. Ouais, pour moi, c'est beaucoup ça, la question de la parentalité, c'est une question d'autorisation, de donner dire allez, vas-y, quoi. Et voilà, elle a eu ce rôle-là, et ça a donné une continuité, en fin de compte, de cet outil qu'est le groupe de parole, qui s'est transformé dans différentes structures. Donc au début, c'était plutôt informel, autour de l'accouchement. Puis après, ça a été un groupe de parole d'hommes, donc sur le masculin. Alors je ne sais plus comment on s'est trouvé, mais j'ai rencontré des compars. C'était avant le Covid, donc avant cette grande séparation entre les êtres, là. Et on a fait 5 années comme ça de parole toutes les semaines, tous les 2 semaines, un groupe de 6-7 bonhommes, dans lequel on abordait petit à petit, on est descendu dans l'intime. Alors on s'est quand même basé sur une méthode qui était venue du Québec, c'était les groupes de parole qui étaient montés par Guy Corneau à l'époque. Simplement, on a juste pris le bouquin, puis on l'a fait à notre sauce. Consiste en quoi, des groupes de parole entre hommes ? Vraiment, l'enjeu pour nous, les hommes, c'est d'aller dans le vulnérable, quoi. S'il y a quelque chose qui nous échappe ou qu'on n'habite pas et qui nous rend peut-être... qui est un peu le problème de la virilité, c'est de n'investir que la force et pas la vulnérabilité. La vulnérabilité qui n'est pas la faiblesse. Et c'est un gros problème de compréhension pour les hommes, c'est être vulnérable, quoi. Parler de sa vulnérabilité, ça serait donner du pouvoir à l'autre de nous attaquer, parce qu'il y a toujours cette question de la défense. C'est ça que j'ai appris beaucoup en travaillant sur ce masculin, de à quel point on était blindés et des guerriers, quoi, construits pour se défendre, même si là on n'était que des mecs très gentils qui voulaient justement une vie pacifique, mais quand même notre construction elle est sur la guerre, quoi. Donc c'était un gros boulot de déconstruire tout ça, de s'affronter à ça, parce qu'en fait on s'est rendu compte que j'ai rien déconstruit, c'est-à-dire c'est en moi, ça existe, c'est ma relation au monde, elle est basée sur la violence, sur la domination. Simplement, je l'apprivoise et j'essaye de l'utiliser à d'autres fins qu'à détruire. Alors, les humains d'une part, mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas que les humains qui subissent cette domination, c'est les non-humains et même la matière non vivante. Voilà. Donc, et donc pour revenir à cette histoire de masculinité, en participant à ces cercles d'hommes, tu t'es rendu compte, tu es allé toucher en fait la source de la violence dans le monde. Est-ce que là, t'as raccordé à ce moment-là, parce que tu parlais de... Tu te posais la question quand tu étais jeune, mais pourquoi les hommes s'entretuent ? Et est-ce que là, par le biais de ces cercles d'hommes, tu as commencé, c'est ce que j'entends, c'est que tu as commencé à toucher du doigt d'où venait la violence en fait, qu'elle était relationnelle à la base, qu'elle venait de l'intérieur, est-ce que j'ai bien compris ? Alors, je pense qu'à l'époque des groupes, j'arrivais pas à le conscientiser, j'arrivais pas à le verbaliser comme là tu viens de le faire. Okay. Je le sentais. Ouais. Je voyais bien qu'on touchait quelque chose. On touchait quelque chose et que ça allait bien et que moi ça me transformait intérieurement, mais je pouvais pas en parler comme on le fait aujourd'hui, j'avais aucune conscience même des histoires d'égalité homme-femme, de tout ça. Moi je faisais ça parce que c'était bien, quoi, que ça faisait du bien. D'ailleurs, j'ai invité à un moment, il y a des amis, eux, qui me disaient « Ah, c'est super, on fait des groupes d'hommes, qu'est-ce qui se passe? On est bien curieux et tout. » Je dis « Bienvenue, quoi, venez voir. » Et effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que la non-mixité était nécessaire et que c'était un endroit particulier. Parce qu'en mixité, ça n'a pas marché. Même si parce qu'elle faisait des groupes de femmes.
Donc elle m'en parlait, les tentes rouges et tout ça, j'ai dit waouh, ça a l'air super et tout ça, mais je voyais pas le rapport en fait avec ce qu'on faisait entre hommes. Du coup, je voyais pas le rapport, je voyais que c'était un autre monde, quoi. Et du coup, quand elles sont venues, déjà elles sont venues, alors j'ai prévenu le groupe où on était donc 6-7, je lui ai dit voilà, il y a des copines qui aimeraient bien savoir ce qui se passe. Ils m'ont dit oui, j'étais pas enthousiaste, mais pourquoi pas, quoi. Et du coup, là, elles sont venues, mais elles étaient une dizaine, ou une douzaine, je crois. Et nous, on était 5. Et là, waouh, ils ont flippé, ils ont dit mais elles sont plus nombreuses que nous. Et en fait, ça a complètement transformé l'ambiance. Les rapports se sont installés de séduction, de justification, de tout ça, quoi. Et je les ai pas reconnus, quoi. Et bon, elles y allaient, dans l'intime, on a parlé, je sais plus, justement de rêves ou de trucs qui nous avaient choqués. On n'est pas parlé trop dans les rapports hommes-femmes, c'était pas l'endroit. Et ils ont été impressionnés par oh là là, ils y vont vite, quoi. Alors que bon, pour nous, ça prenait des fois plusieurs temps d'aller. Et puis bon, on abordait à chaque fois un thème différent. On venait quand même avec une question. Il y en a un qui préparait la soirée en disant bah tiens, la prochaine fois, moi, je voudrais aborder tel sujet. De quoi ça parle un homme qui s'exprime ? Il s'exprime pas de sa vulnérabilité de suite. A priori, on commence par parler de soi, au contraire de ses forces, de ses réussites, de ce qu'il y a. On commence toujours par une météo. C'est la base des groupes de parole. Comment ça va là ? Avec quoi j'arrive ? Voilà, donc on arrive en général comme quand on se dit ça va, oui ça va, on reste sur du factuel, quoi, du superficiel. Puis après on dit bon, mais qu'est-ce qui gratte aujourd'hui ? Alors bon, là, on peut aller un peu dans la contrariété, beaucoup lié à l'action, au faire. Ça, c'est vrai que c'est plus facile à investir l'action. Et puis après, comment tu le sens avec ça ? Et là, bon, et en fait, le gros du boulot, c'est de mettre du langage là-dessus, de mettre du vocabulaire. Et ça a été ça le boulot. C'était, on a fait vraiment du lexique, du lexique des sentiments, de tout ça. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mâchouiller là-dessus ? Donc on a fait des exercices là-dessus carrément, quoi, mettre des mots sur les sentiments, parce que c'est assez basique. En général, je me sens bien, je me sens mal. Alors j'ai peur, on n'en parle pas trop, mais dans la peur, il y a plein de nuances, quoi. Est-ce que tu dirais que les hommes manquent réellement de vocabulaire pour exprimer leurs émotions ? Ah oui, c'est une sorte de pratique. Quand on ne pratique pas une langue, on n'a pas le vocabulaire. Quand on n'entend pas, quand on n'écoute pas aussi cette langue-là, parce que pourtant on l'entend, hein, elle est dans le monde, les femmes nous en parlent, les femmes ou des hommes parlent de leurs sentiments. Après, c'est pas forcément imprimé parce que on va regarder plutôt l'opérationnel, le concret, le factuel. Qualifier, quoi, je dirais, évaluer. La principale des questions qu'on se pose en tant qu'homme, c'est est-ce qu'il est plus ou est-ce qu'il est moins que moi ? On est en permanence en train de s'évaluer. C'est ça, le ça va, quand on se regarde, c'est où t'es, quoi. T'es où par rapport à moi ? Voilà, ça c'est une prise de conscience importante, cette compétition permanente, même avec des amis, quoi. Combien, quelle taille, quel truc. On a fait beaucoup de trucs de comparaison comme ça pour dire c'est quoi ce truc-là, quoi. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'on est en permanence en train de que c'est notre... on est construit là-dessus, quoi. Que le cerveau des hommes est fait comme ça, ou est-ce que c'est vraiment l'éducation ? Ah oui, ça c'est la question de sociologie du genre. Ouais. On a plein de pistes là-dessus. Alors non, le cerveau est le même à la base. Simplement, à la base, quand on n'a qu'un tiers de nos neurones et que les connexions, elles se font après. Du coup, elles se font justement par l'expérience. Et l'expérience, elle est fondatrice. Un bébé, il capte tout, quoi. Tout ce qu'il a besoin. Son but, c'est survivre, quoi. Survivre, et les repères qu'il a, c'est nous, c'est les parents, c'est tout qui est là. Donc effectivement, il va capter des choses très très sensibles que nous, en tant qu'adultes, on n'est même plus au courant. J'ai le même... avec ma fille, c'est pareil, elle a un garçon et une fille, elle voit bien que sa fille grandit différemment que son garçon, alors elle pense être la même. Eh ben non, elle n'est pas la même avec un garçon et une fille, comme moi, j'ai pas été pareil avec mon fils et ma fille. Et ça y fait. Après, on a un cerveau qui a peut-être aussi une mémoire ancestrale, avec, il n'y a pas que le cortex, il y a tout le reste, et que il y a un besoin de survie.
des peurs fondamentales qui nous servent à nous protéger, quoi. Et du coup, une capacité à y répondre par différents actes, quoi. Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, il y a la construction, quoi. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants. Ok. Voilà, mais c'est complexe, ouais. Qu'est-ce que toi ou les hommes présents ont trouvé dans cet espace d'ouverture à soi et aux autres? Alors, il y a du contenu, mais aussi du contenant. Et le contenant, c'est la fraternité, l'entraide, ce truc entre pairs de la reconnaissance. Ah oui, toi aussi, le MeToo, un peu des hommes, quoi, d'ailleurs. Ah ouais, t'es aussi con que moi. Je veux dire, t'es aussi con. Parce qu'on a une énorme faculté de jugement. Ça en a pas l'air, les hommes, mais en permanence, on s'évalue les uns par rapport aux autres, mais on s'auto-évalue. Et on est en permanence en train de se chercher qu'est-ce qu'il y a du connard en moi. Alors j'aime bien utiliser ce mot-là qui est un peu fort, mais j'emprunte à Virginie Despentes qui l'a bien nommé dans un, je ne sais plus quel livre où elle a pas merci connard ou un truc comme ça, où elle parle à un de ses amis justement pour aller le rencontrer à cet endroit-là, mais elle ne le lâche pas. C'est ça qui est intéressant plutôt que l'envoyer bouler. Et ça, c'est pour moi la base. D'ailleurs, si je peux revenir dans mon histoire, ma première prise de conscience qu'il y avait un problème dans mon masculin, elle date de, je sais pas, quand j'avais 14, pas la première, mais une des fondamentales. À 14 ans, quand je passais en moto dans la forêt, j'avais ma petite moto et j'allais défoncer la forêt pour m'amuser, quoi. Voilà, un garçon qui pense à son plaisir, et puis la terre est un jouet pour moi. Et je croise une fille de ma classe qui était la fille désirable. Alors non pas qu'elle était, je dirais, le sexe symbole de la classe, mais pour moi qui était désirable parce que ses potes c'était les dealers. Et pour moi c'était, les mecs, ça c'était des mecs parce qu'ils trafiquaient de la drogue, ils allaient en Inde. À cette époque-là, je commençais à fumer, c'était vraiment les mecs bien. Et elle sortait avec eux. Du coup, c'était vraiment une nana bien, quoi. Et du coup, elle me fait signe et tout. Elle dit trop bien, elle me fait signe, elle m'a vu. Moi, Bruno, j'étais trop content. Je m'arrête. Et là, elle me pourrit. Elle me dit Bruno, tu détruis la couche d'humus. Bruno, je détruis la couche d'humus. Ok, j'ai 14 ans, je fais de la moto. Et ma copine, me dit ça. Et du coup, je suis reparti penaud chez moi. Mais ça a vraiment provoqué un raz-de-marée en moi. Alors, prise de conscience écologiste, déjà, parler de la couche d'humus, c'était quoi cette histoire? Et ça, après, j'ai regardé, j'ai vu les traces, tout ça, je dis, ah ouais, d'accord. Et puis, surtout, que la fille désirée me disait quelque part, Bruno, je veux bien toi, je veux bien être en relation avec toi, mais pas d'un connard. Je veux pas du connard qui est en toi. Et voilà, et je crois que ça a été le début pour moi d'une vigilance, d'un truc, je dirais, ok, les filles désirables, contrairement à d'autres filles qui étaient là, le mec qui fait de la moto et tout ça, c'était des collègues, j'ai fait le choix où il était en germe, ce choix d'aller plutôt vers ces personnes-là et de regarder en moi, c'était quoi ce connard, quoi. Voilà, donc une double prise de conscience écologiste et féministe, on peut dire, quoi. Voilà. Et la plupart des femmes avec qui j'ai vécu ont eu toujours ce regard-là, quoi, me posaient cette question-là et m'interpellait à cet endroit-là, et je l'acceptais en disant bon, ok, au boulot. Et dans les groupes de parole d'hommes, c'est ça, c'est au boulot. Au boulot, on a ça, on reconnaît qu'on a cette connerie, quoi, cette capacité de destruction, de pas regarder ce qu'on fait, en fait, c'est de l'immaturité. Ne pas être responsable de ses actes, c'est de l'immaturité, tout simplement. Tu dirais qu'il y a une certaine immaturité chez les hommes? En tout cas, oui, si on regarde la capacité de détruire sans regarder les conséquences, pour moi, c'est de l'immaturité. Pourtant, c'est des hommes extrêmement puissants. Je veux dire, les plus puissants aujourd'hui sont franchement les plus immatures sur ces critères-là, je parle. Bien sûr qu'ils ont des compétences aussi de plein de choses, de trucs, mais par rapport à ce côté assumer ou voir les conséquences de ces actes, quand on regarde tous les dictateurs, tous les patrons des plus grandes multinationales, ils s'en foutent complètement, quoi, des conséquences, alors qu'eux, ils ont un levier énorme, quoi. Voilà, donc c'était ça la prise de conscience. Et puis le boulot, c'est essayer de ramener
de la conscience dans ce qu'on fait. Et on voit dans les groupes de parole l'homme, chacun il vient avec une entrée différente. Il y en a, ça va être problème de la relation avec leur compagne, qui est vraiment là où ça pêche. D'autres, c'est avec leurs enfants, d'autres, c'est le travail, d'autres, c'est le corps, la santé. On a tous un connard, un destructeur en nous, et il va être plus ou moins pris en compte, mais rarement tout en même temps. C'est ça, je voyais chaque homme venait avec son entrée, sa problématique. Et grâce au groupe de parole, je me suis vu au travers de tous ces hommes et j'ai pu relier aussi toutes mes problématiques. Et ça, je crois que c'est le gros morceau en tout cas, quand on le vit d'une façon intense, c'est que ça permet d'aller contacter toutes ces parts, toutes celles qui sont là en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément toutes. Voilà. Par l'effet miroir, tu veux dire, le fait que d'autres en parlent, ça nous fait... nous questionner sur cet aspect-là en nous. Tout à fait. En fait, on accumule, on accumule de l'humanité, de l'expérience de souffrance des autres ou de vulnérabilité aussi, parce qu'il y a ce problème de l'introspection. Dans la construction de la virilité, l'introspection est bannie du fait que ça peut être une faille dans sa force, quoi. Si on va trop regarder à l'intérieur, non, on doit dominer, contrôler. Vraiment, une des bases de la vérité, c'est le contrôle. Contrôle de soi, très important, et bien sûr le contrôle des autres. Donc, le groupe de parole est un endroit où, justement, on va, si on le fait sincèrement, lâcher sur le contrôle. Et ça a permis des expériences assez étonnantes, justement, de lâcher prise. Pour certains, pas toujours, je sais que pour moi, ça m'a permis vraiment de me mettre à poil. Un truc que j'ai jamais refait d'ailleurs, mais de me mettre nu devant des hommes. Parce qu'il y a un moment, j'ai dit, mais en fait, là, je parle, j'ai l'impression de me mettre à nu devant vous. Et instinctivement, j'ai enlevé mes habits. Et j'ai senti suffisamment de confiance autour de moi. Alors que je ne suis pas du tout nudiste, je suis très très pudique là-dessus. Et là, je me suis dit, je me sens bien. Et là, c'est venu instinctivement de me mettre nu devant eux, quoi. Voilà, une expérience étonnante que j'ai. Je ne suis pas du tout exhibitionniste, tout ça, mais c'était le reflet de ce qui se passait. À un moment, on a travaillé aussi sur nos blessures corporelles. Et j'avais amené du ruban rouge et blanc là, pour les chantiers. Et on s'est mis du ruban, chacun, là où on avait mal, là où on avait vécu des souffrances. Et du coup, pour visualiser, physique et mental aussi, quoi, et de tout, on était abîmés. Et là, on a pu se regarder nos endroits. Et celle des autres, et se rendre compte aussi de nos différences aussi, à quel endroit on était blessé. Puis on a vu, il y en a qui étaient carrément des momies, quoi, tellement ils étaient emballés, tellement il y a d'endroits. Après, on a tous pris des coudes et tout ça, donc il y avait aussi dans quelle mesure j'allais regarder, parce que moi je sais que j'ai été assez prudent, j'en ai pas mis tellement, mais si j'y repense maintenant, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais voilà, ça permettait d'aller explorer ça, quoi, Puis après, on faisait quelques exercices aussi corporels, parce que se toucher pour les hommes, un des enjeux dans les groupes d'hommes, c'est la peur de l'homosexualité. C'est vraiment la base aussi de la virilité. Si on est un homme, on est un homme. Si on rentre dans la tendresse, dans tout ça, c'est qu'on va vers le féminin. Et vraiment, la construction des hommes, c'est « je ne suis pas une femme ». Donc l'homosexualité, c'est le plus gros tabou de la virilité toxique, ou je ne sais pas tout ce qu'on peut dire, mais en tout cas une virilité qui s'affirme, en tout cas de domination et de séparation, quoi. Du coup, l'homosexualité, gros morceau, du coup il a fallu aussi beaucoup en parler de ça. Alors la plupart, je vois à chaque fois qu'on est entre hommes, il y a un truc systématique de se positionner par rapport à sa sexualité, qui se dit pas je suis hétéro machin, même si ça se fait maintenant dans les cercles féministes de parler de ça, mais là entre hommes, mais on donne des codes, ma compagne, mes enfants, on va donner quelques informations qui montrent qu'on est hétéro, voilà, pour dire je ne suis pas homo. C'est important, alors que quelqu'un qui ne dit rien est soupçonné à partir du moment où il vient vers les hommes. En tout cas, il y a une peur de l'homosexualité. Mais pourquoi il vient vers moi ? Est-ce que je peux... Voilà. Et quand on a franchi cette barrière-là, on peut commencer à se toucher, mais alors avec des codes très particuliers. C'est pas le tantra. Hein, quoi. On n'est pas... Même si maintenant il y a des groupes tantra pour hommes, mais alors là, il y a un tas de barrières à passer. Et puis,
Voilà, mais c'est étonnant quand on a pu commencer justement à faire des exercices plus corporels. Alors il y avait une personne dans le groupe qui était plus à même, douée qui connaissait des choses là-dessus et qui l'amenait avec beaucoup de prudence là-dessus, et ça a été important. Est-ce que tu peux donner des exemples d'ateliers corporels justement, de pratiques corporelles Alors, j'essaye de me rappeler, je dis que c'est tellement fin comme un truc par rapport à ce que j'ai pu vivre dans des stages de massage ou de trucs comme ça. Oui. Là, non, c'était habillé, vraiment, c'était des fois juste toucher, qu'est-ce qu'on faisait des trucs de toucher et de comment on peut bouger avec l'autre, voilà. Avant d'arriver à danser, parce qu'on est allé juste à la danse, mais la danse libre dans le sens, on y va... Mais il y avait des exercices juste comme les statues par exemple, ça c'est le truc de base, c'est-à-dire que tu as une statue, qu'est-ce que tu veux exprimer, et on commence, voilà, rien que ça, c'est un bon truc. Après, moi je faisais des exercices à reculons aussi, de se bander les yeux, d'accepter de bouger dans l'espace à reculons. Donc à reculons, déjà on est protégé, c'est par le dos, on passe pas devant, donc on n'expose pas ses parties sexuelles. Et voilà, des choses comme ça, toujours très attention aux parties intimes. C'est un code. Alors dans les groupes de parole, on met un cadre de sécurité qui sont justement dire voilà, moi je veux pas ou aborder tel sujet, ou je veux pouvoir ne pas parler, liberté de bouger, liberté de dire stop, quoi, poser son cadre de personnel et collectif après. Bien sûr, pas de discrimination, quoi, pas de propos racistes, sexistes, homophobes et tout ça. Et surtout une vigilance collective. Il n'y avait pas un responsable, et pas une délégation de l'ordre, de l'autorité à quelqu'un. Ça aussi c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'un groupe autogéré, il fait un double travail, quoi, de ne pas se reporter sur un maître, sur encore un père, qui n'était pas évident. Donc au début c'était plutôt, il y avait un animateur qui disait ce soir c'est moi qui prépare et qui anime. Et puis petit à petit c'est devenu, il n'y a plus de préparation. On y allait, on démarrait, puis on voyait ce qui se passait entre nous et on trouvait un fil. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui les groupes de parole de pairs que je pratique sont sur ce modèle autogéré et sans préparation. On parle de l'instant, de ce qu'on a aujourd'hui à aborder. Ça, les groupes de parole entre hommes, c'est resté sur l'autogestion, et c'est resté sur toi en tant que participant. Tout à fait. D'accord. 5 années de groupe. 2014-2019, quelque chose comme ça. Alors après, j'ai rejoint une association de soutien de la parentalité qui s'appelle Jolimôme à Toulouse, qui a été montée par des femmes qui cherchaient à s'entraider. Alors, association parentale, ça veut dire des parents qui s'organisent entre eux, entre elles, pour répondre à leurs besoins. Et du coup, elles avaient des besoins qu'elles ne trouvaient pas forcément dans les centres sociaux. Voilà, donc elles ont créé leur propre structure et leur propre activité qui était déjà se retrouver et discuter entre elles, quoi. Voilà, mais pas que, il y avait des sorties, plein de choses. Et un jour, je ne sais pas comment je suis tombé avec elles, et m'ont dit un papa, ça serait bien de faire des trucs pour les pères aussi, parce qu'on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. Et voilà, du coup je dis ok, bien sûr, et du coup elles m'ont envoyé leurs compagnons, puis d'autres, et on a monté ce premier groupe de parole de pères. Dans le cadre de l'association Jolimôme. Voilà, avec les locaux d'un centre social, donc quelque chose de plus institutionnel, et le soutien de la caisse d'allocation familiale qui finançait, mais bon, on leur dépose un argent, le groupe de parole, ce qui est bien, ça coûte rien. Voilà, mais ça me permettait des fois de faire faire venir des intervenants, des gens comme ça. Donc on a essayé le théâtre forum par exemple, en faisant intervenir un spécialiste, ou des ateliers de sophrologie ou des choses comme ça. Là on est vraiment basé sur la météo, comment ça va moi, comment ça va dans ma parentalité. Et puis après il apparaît en général quelque chose qui est chaud, il y a quelqu'un qui arrive des fois avec vraiment là en ce moment, il y a un truc et j'ai envie de le partager. Et en fait, on tourne comme ça sur ce truc, ce sujet qui peut être les écrans, le problème de l'autorité ou je sais pas quoi. On va chacun l'aborder à partir de notre expérience. On n'est pas dans tu devrais, le conseil ou le débat, est-ce qu'il faut les femmes, je sais pas quoi. Non, c'est ok,
Moi, les écrans, voilà comment je fais avec mon enfant, ou voilà comment j'ai fait, parce qu'on a des décalages de génération, quoi. Il y en a qui ont un tout petit bébé, puis moi qui ai des ados, voire des adultes, quoi. Donc on a une gamme d'expériences profondes, ce qui permet de pouvoir aborder le sujet avec beaucoup de différences d'expériences, quoi. Et ça, c'est super riche. Ok. Et c'est quoi les thématiques là sur les pères et les sœurs de... Alors là, c'est très 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 varié. Beaucoup l'éducation et la relation à l'autre parent, parce que il y a pas mal de pères séparés qui vivent dans des situations plus ou moins conflictuelles ou pas. Il y en a avec qui ça se passe très très bien la séparation. Du coup, ils peuvent aborder justement la coparentalité, comment faire équipe, continuer de faire équipe alors qu'on est séparés. Ça, c'est super important, quoi. Et puis d'autres, au contraire, c'est la guerre totale. Et là, ils parlent de leurs difficultés, de leur réalité de paternité empêchée, quoi. Et avec, toujours nous, notre vigilance, c'est pas de généralité, voilà, les femmes ou des trucs comme ça. Ça, c'est alors là, moi, mon rôle, il est certainement d'inscrire, de diffuser, de tout ça, mais surtout au niveau de la facilitation. De poser et de répéter le cadre, quoi. On n'est pas là pour se soigner d'une façon explicite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je viens, je veux que vous me soignez, on ne peut pas imposer ça au groupe, on n'en sait rien. Il y a peut-être quelque chose qui va être soignant qui est là, mais il n'y a pas un enjeu thérapeutique, une injonction thérapeutique, donc ça peut créer de la frustration pour des gens qui viennent avec beaucoup de souffrance, et du coup le rôle de facilitateur, c'est-à-dire ok, on a repéré que là vraiment tu vas pas bien là-dessus, le groupe il est pas pertinent pour répondre à ça. Par contre, moi je connais un groupe sur la séparation, il y a des avocats, il y a tout ça, et alors du coup ça m'a amené à troisième étape, à créer une association dédiée aux ressources pour les pères, qui s'appelle maintenant Ressources Paternité Occitanie, où vraiment là je fais ce boulot d'orientation. Alors pour des pères, mais pas que, pour des mères aussi, pour des avocats, pour des médecins, pour des professionnels qui se posent des questions, qui ont des besoins de réponse sur le sujet de la paternité. Donc voilà, moi je focalise là-dessus et je collecte de l'information et je la mets à disposition pour des personnes qui en ont besoin. Voilà, ça c'est important pour prolonger. Pour moi, le groupe de parole, c'est un peu le premier niveau du travail. Mais pour moi, le groupe de parole, c'est un lieu de travail et que du coup, il y a des outils. Il y a des outils, il y a des systèmes, il y a des formats, il y a une structure, quoi, une méthodologie. Merci Bruno. Yes. Nous, on est super motivés et compétents pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des autres possibles. Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.